Bonjour, bonsoir, Christelle Kedy, fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième Facebook Live, même si exceptionnellement celui-ci est préenregistré pour cause de hacking, puisqu'il semblerait que très tard la nuit dernière, des individus malveillants auraient tenté d'entrer sur mon site Patreon ainsi que sur mon ordinateur, le rendant donc très difficilement connectable toute la matinée. Donc, pour les questions, bien entendu, vous pourrez les poser de manière voilà, plus tardive, de manière en différé. Je serai ravie d'y répondre. Sinon, vous connaissez maintenant l'habitude. Ceux qui choisissent de s'abonner chez nous, donc sur la page suivante, www.patreon.com/femmes noires sensuelles en un seul mot en petites lettres, auront la version longue du propos sur lequel je vais m'étaler aujourd'hui, à savoir le speed dating et son arnaque. Alors, speed dating, qu'est-ce que ça signifie déjà le dating? Le dating, ça signifie organiser des rencarts. Qu'est-ce qu'un rencard? Le rencard entre dans un contexte urbain, européen ou occidental de préférence, mais principalement, et surtout concernant aussi certaines couches de la population, donc généralement des personnes jeunes, entre 20 et 35 ans, peut-être 40 ans maximum. Ça, c'est un premier point. Mais moi, je vais m'attarder davantage sur le contexte urbain, puisque nous savons que 80% de l'Afrique aujourd'hui est toujours rurale. Donc, est-ce que le speed dating peut faire partie de notre paradigme? J'ai eu récemment une question qui m'a été posée sur une des pages à laquelle je suis adhérente, une page de business africain, et les gens me demandaient ce que je pensais du speed dating panafricain. Alors, à partir du moment où le terme speed dating est un terme américain, je ne crois pas que les États-Unis fassent partie du continent africain, à moins que qu'il me faille réviser peut-être ma géographie. Et je ne crois pas non plus que ni l'anglais ni le français ne soient des langues qui soient autochtones à l'Afrique. Donc, par conséquent, est-ce que ces personnes qui organisent ces événements à 50 €, je crois, l'entrée, est-ce que ces personnes sont capables de traduire le terme speed dating dans leur langue maternelle, paternelle, voire dans toutes les langues disponibles sur le continent africain, 2500 langues? Je ne crois pas, puisque c'est une terminologie, comme je disais tantôt, qui est née dans une culture urbaine occidentale. Et une culture urbaine occidentale, c'est la culture de la mégalopole qui a pour origine la Grèce antique, donc des villes à plus de 500 000 habitants. Lorsque vous lisez par exemple les écrits de l'historienne Catherine Cockry-Wittrowicz, et particulièrement un de ses livres que je cite très souvent, Les villes africaines, elle en a fait d'ailleurs une dernière édition en 2013, elle explique que dans ses 60 ans de carrière, d'investigation de l'Afrique centrale, elle a toujours et uniquement vu des vestiges, des traces, des commentaires, des écrits, des témoignages de villes ne dépassant pas 100 à 200 000 habitants. Maintenant, lorsqu'on l'on remonte aux égyptologues, par exemple, pour la région donc nilo-saharienne, c'est la même chose. C'est-à-dire que les villes très très grandes en Afrique, sans doute à cause du climat, du territoire et puis des cultures, n'étaient pas des mégalopoles qui pouvaient se développer à des millions d'habitants comme c'est le cas aujourd'hui dans une Afrique post-coloniale pour certains, néocoloniale pour d'autres. Donc déjà, c'est hors contexte africain, ne serait-ce que par rapport à ça, parce que la notion de ville africaine, et notamment en Afrique centrale, n'a absolument rien à voir à l'origine, je dis bien à l'origine, avec la notion de ville gréco-romaine, gréco-latine, et puis par extension la mégalopole américaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous devons parler également du rapport à la ruralité. Pourquoi les Africains anciens souhaitaient absolument garder de petites villes, puisque bon, 100 ou 200 000 habitants, on va dire jusqu'à 300 000 habitants, en Europe, c'est considéré comme des villes moyennes.
Et pourtant, en Afrique, c'était considéré comme des grandes villes. Je parle bien de l'Afrique pré-coloniale, hein, l'Afrique, par exemple, impériale, qui avait des villes. Pourquoi? Simplement parce que nous avons aussi comme postulat et comme fondement civilisationnel, hein, donc dans le paradigme africain, la notion de famille, la notion de clan, qui est très forte. En Occident, ils ont un tabou civilisationnel autour du rapport à l'animal, et particulièrement si on pense aux légendes Romulus et Rémulus, à l'animal de type canin, donc à l'animal qu'il est possible de domestiquer. En Afrique, l'un des tabous, en tout cas, concerne la famille. Et la famille par extension, à savoir le clan. Donc effectivement, construire des villes de plus de 100-200 000 habitants, une des explications plausibles, après la réalité donc climatique et environnementale, il y a la réalité aussi de la gestion des populations. Il ne faut jamais oublier que l'Afrique précoloniale était une Afrique qui était planifiée. Ce n'était pas comme aujourd'hui où la démographie n'est pas contrôlée. C'est-à-dire qu'aucun État ne contrôle l'extension ou la diminution de sa population. À l'époque, ceux qui étaient habilités à faire des enfants étaient ceux qui étaient habilités à les nourrir. Ça, c'était comme ça jusqu'en 1960, hein, jusqu'au moment des indépendances. Donc si on n'avait pas la capacité à se nourrir et à nourrir son épouse, c'était impossible, bien entendu, déjà de se marier et ensuite de pouvoir avoir une famille très nombreuse. Aujourd'hui, il existe ces principes-là. Sont-ils en application? Tout dépend des contextes familiaux. Donc pour en revenir à mon propos, donc il y avait un contexte donc rural urbain qui n'a rien à voir, parce que même le contexte rural européen ou occidental de 2020 n'a absolument rien à voir avec le contexte rural africain. Donc par exemple dans le contexte rural occidental, le speed dating a absolument sa place, puisque ce qu'on appelle la ruralité aujourd'hui en Occident est mécanique, elle est complètement technique, et puis elle dépend à 2000% des villes. Cela dit, il existe toujours un contexte familial relativement serré dans les cultures africaines, même s'il y a une implosion des rapports familiaux. Je pense que ce sont les rapports familiaux qui ont changé, mais sinon la famille, comme socle civilisationnelle, est restée très forte. Sinon, nous aurions par exemple une plus grande tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, ou une plus grande tolérance, par exemple, où nous aurions des exemples d'Africains qui lèguent, par exemple, leurs biens à leurs animaux domestiques. Si cela n'existe pas sur le continent africain, c'est que nous avons quand même un rapport premier et direct avec le lien de sang et avec la famille, donc directe, et la famille par extension, puisque ce que les Européens appellent deuxième, troisième, dixième degré, chez les Africains, ça reste toujours la famille, puisqu'on parle d'ancêtres communs. Donc dans ce cadre-là, effectivement, organiser des rencarts dans des endroits africains, dans un contexte africain où les villes sont principalement organisées autour de clans, c'est-à-dire de familles élargies, où tout le monde se connaît, où les méthodes en fait de mise en couple, de formation en couple, étaient calquées en fonction, je précise toujours, en fonction des sociétés et des époques, à la fois, et ça je l'explique dans mon podcast Couple africain, couple noir, pour ceux qui ont pu le suivre, donc, ou sinon sur la vidéo que j'avais réalisée en octobre dans Facebook Live. Donc, à la fois les gens se réunissaient pour des raisons, donc, on va dire, sociales, mais également pour des raisons aussi liées, et surtout liées aux intérêts des familles. Il fallait que les deux parties prenantes souhaitent obtenir, on va dire, des enfants dotés des avantages des deux parents. Si par exemple, je vais donner, donc c'est plus important d'illustrer mon propos, si par exemple, alors je suis issu d'une famille de chasseurs très expérimentés, mais je me rends compte que par exemple ma famille n'est pas très douée ou comporte très peu ou très rarement d'entourage lié par exemple aux fonctions d'architecture. Et de l'autre côté,
il y a cette famille avec qui je m'entends bien, on les connaît depuis plusieurs générations, ils vivent dans la même ville. Et il est possible que alors les anciens de ces familles ou les chefs de famille ou les responsables de ces familles, les responsables à l'époque étaient nombreux, ce n'était pas que la notion du chef de famille, on ne parle pas du droit civil de Napoléon, je parle de la notion de famille extensive, c'est-à-dire les personnes qui décidaient les termes et conditions de formation de couple. Donc ça pouvait être en fonction des cultures, la famille paternelle, la famille maternelle, les deux, les oncles paternels, les oncles maternels, les deux. Donc ces personnes vont se réunir et échanger leur désir de vouloir voir dans une prochaine génération, en tout cas, une alliance familiale. Donc ça, c'était par exemple une des méthodes utilisées par les sociétés bantoues, notamment du côté du Cameroun. Vous avez d'autres exemples où vous aviez des communautés qui se réunissaient le grand jour du marché et qui continuent à le faire aujourd'hui pour pouvoir introduire, c'est-à-dire que nous allons tous au marché parce qu'on peut introduire lors des conversations de politesse, parce que le marché c'est quand même plusieurs fois par semaine, nous pouvons introduire la réalité familiale en disant bon moi j'ai tant de neveux ou j'ai tant de nièces ou j'ai tant de fils ou tant de filles que je souhaiterais mariés. Donc ça se passe notamment beaucoup dans les communautés d'Afrique du Nord, notamment côté Maghreb. Donc dans tout ce contexte-là, effectivement, on voit que la ruralité est là, est étroitement liée à la notion de famille, et que quelque chose, un concept de type speed dating panafricain, alors il faudrait que vous demandiez à ces personnes d'où est-ce qu'elles sortent cette idée. Comme je disais tantôt, il faut remonter aux langues, aux pratiques, quelles étaient les conditions de fonctionnement. Après, vont vous parler de futur et de modernité. Oui, mais l'état dans lequel se trouve l'Afrique ne nous permet pas aujourd'hui de se calquer une fois de plus sur les cultures occidentales. Moi, je crois très sincèrement qu'il faut retourner à la racine et rebâtir, couper les mauvaises branches et continuer l'arbre. S'il faut, comme eux le préconisent, prendre l'arbre, l'arracher, le déraciner, alors je prends mon manguier pour tenter de le planter en Sibérie, moi je leur souhaite beaucoup de courage. Donc j'espère avoir répondu à la personne qui m'a posé cette question. Donc je vais rapidement conclure. Les gens qui souhaitent commenter, liker ou partager la vidéo sont les bienvenus. Et bien entendu, ceux qui souhaiteraient connaître la suite de ce propos et tout ce qui est derrière la notion de speed dating, en tout cas, je leur conseille très vivement de rejoindre notre page Patreon, donc www.patreon.com/femme-noire-sensuelle, ou alors notre site en ligne où j'y poste de manière mensuelle des ouvrages de référence. La majorité des ouvrages de référence sur le couple africain que j'ai pu trouver et qui soient pertinents, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas une juxtaposition de la notion de couple occidental, donc en langue française qu'on a juxtaposé donc dans un contexte africain, je ne parle pas de ça. Je parle de gens qui parlent de la tradition en utilisant des termes linguistiques propres à leur culture. Ces gens-là, vous les retrouvez sur la page de Femme Noire Sensuelle, donc femmenoiresensuelle.tumblr, tumblr.com. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques instants. J'espère que vous comprendrez davantage le titre de cette vidéo, l'arnaque du speed dating, et que vous discuterez, peut-être réfléchirez un peu plus à ce qu'on pourrait proposer comme alternative. Je vous remercie donc et je vous dis à très prochainement, au nom de toute l'équipe.